bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire de Affilio sur le thème de DevSecOps. Je vois qu'on est plus que 150 personnes qui se sont inscrites. Ça me fait plaisir. Je m'appelle Daniel Eiken, je suis le responsable marketing du groupe NRB. Le groupe NRB, en fait, c'est un groupe belge, presque le seul et unique groupe belge de services informatiques qui a connu une belle croissance ces dernières années. On est aujourd'hui plus que 3000 personnes. On fera un chiffre d'affaires de 500 millions de chiffre d'affaires. On accompagne les sociétés privées et publiques dans leur transformation digitale sur base d'une offre de services de bout en bout. Et dans cette offre de services, il y a bien sûr les services d'hébergement, infrastructure, ICT, le cloud hybride, la consultance, la mise à disposition d'experts, mais aussi une équipe spécialisée ou des équipes spécialisées dans le développement de logiciels sur mesure. Une de ces équipes s'appelle Affilio et dans cette équipe, il y a Monsieur Michael Lerut, qui est en fait le Solution Architect Scrum Master et qui va nous expliquer leur approche DevSecOps. Avant que je passe le micro à mon collègue Michael, juste une petite information, le webinaire sera enregistré. Bien sûr, vous allez tous recevoir un mail avec le lien vers la présentation après et vers même le replay, l'enregistrement de ce webinaire. Ce webinaire-ci est en français, mais on a prévu de faire une version en anglais pour nos amis néerlandophones et anglophones, et on vous tiendra au courant de cette version. Et on utilise MS Teams Live, ça veut dire que tous vos micros et caméras sont désactivés, mais bien sûr, cependant, vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez toujours les poser par le biais de la fonctionnalité Questions and Answers. En fait, vous trouvez le petit symbole avec le point d'interrogation sur votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions, je les enregistre et à la fin de la présentation, je les présente à l'orateur, à Michael. Voilà, il est temps maintenant de passer le micro à Michael. Michael, c'est à toi, the scene is yours. Merci Daniel. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire consacré aujourd'hui au DevSecOps. Alors vous êtes nombreux à vous être inscrits, ce qui démontre à quel point ce sujet est d'actualité. Donc le DevSecOps a émergé de ce que l'on peut appeler la transformation agile, que connaît depuis plusieurs années déjà le métier du développement logiciel. Alors dans ce webinaire, on va resituer le DevSecOps dans les pratiques agiles qui font aujourd'hui partie intégrante de l'activité du développement logiciel. On verra ce que cela implique concrètement. On verra également quel impact ça peut avoir sur les organisations. Mais on verra aussi et surtout en quoi le DevSecOps est finalement une opportunité pour améliorer la capacité à livrer du logiciel et par-dessus tout pour en améliorer la qualité et la sécurité. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bien, je vais vous présenter brièvement l'entreprise Affilio. Donc moi je suis Solution Architect chez Affilio. Je vous parlerai un peu de l'histoire d'Affilio et de ce que l'on fait. Je reviendrai sur la notion de développement logiciel agile et puis on entrera dans le vif du sujet avec le thème du jour, donc le DevSecOps. Donc, Affilio est une entreprise assez jeune, une entreprise qui a été fondée en 2013. C'est une filiale donc jeune, comme je viens de le dire, agile et innovante du groupe NRB. C'est une entreprise qui a connu une croissance très forte, en moyenne 15% par an. Donc l'aventure a commencé en 2013 à 6 personnes. On est aujourd'hui plus de 130 personnes dans l'entreprise.
Et on a eu la chance de recevoir un prix en 2020 qui est le Trends-Gazelle, qui est une reconnaissance finalement du monde industriel et qui nous élève au niveau d'ambassadrice nationale. Alors, Aphelio, c'est une entreprise qui fait du développement sur mesure. Il y a deux notions qui font vraiment partie de l'ADN d'Aphelio depuis sa création. C'est la notion d'agilité, j'y reviendrai dans un instant, mais c'est aussi la notion d'UX qui met finalement l'utilisateur, l'expérience utilisateur au centre de développement, parce que nous sommes attachés à livrer non seulement des logiciels qui répondent aux exigences fonctionnelles, mais surtout qui y répondent en offrant la meilleure expérience aux utilisateurs, parce que c'est prouvé, c'est un facteur de succès pour l'adoption du logiciel. Donc nous sommes une équipe d'environ 130 personnes. Ça nous permet d'affronter des projets d'envergure. On peut citer par exemple la réalisation de la solution logicielle qui permet aujourd'hui au SPOE de reprendre la perception du précompte immobilier en Wallonie. C'est un projet qui a impliqué 50 collaborateurs sur une durée de 9 mois. Ça nous a permis de démontrer notre capacité à délivrer une solution complexe basée sur des technologies récentes en suivant une méthodologie agile et, comme je le disais, centrée sur l'expérience utilisateur. Finalement, ça nous a permis de garantir un niveau élevé de qualité et de sécurité tout au long du projet. Alors, on maîtrise évidemment beaucoup de technologies, on est dans le web, on est dans la mobilité, dans le cloud, et on est également capable d'intégrer nos solutions avec des systèmes existants legacy. Parmi les technologies que l'on utilise, sans prendre trop de temps là-dessus, mais voilà, on étend au niveau back-end, front-end avec des technologies Java, .NET, la mobilité également avec des développements d'applications pour les plateformes Android et iOS. Des compétences également, comme je le disais précédemment, d'intégration avec des outils spécifiques qui nous permettent d'intégrer des systèmes existants. Et finalement, des compétences que l'on a développées autour de la sécurisation des logiciels qui nous permettent justement de livrer des applications qui sont de qualité et sécurisées dans le respect des standards les plus élevés du marché. Alors, je voudrais revenir un peu sur le développement agile. Faire du développement agile, cela signifie souvent pour les entreprises parvenir à livrer fréquemment leurs produits logiciels. Quand on dit fréquemment, on parle d'itérations assez courtes, de 2 à 4 semaines. Donc, ce que l'on va livrer dans un processus de développement agile, eh bien, ça va être priorisé en fonction de la valeur métier. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle un product owner qui maintient un product backlog dans lequel vont clairement apparaître les éléments qui ont le plus de valeur pour le produit logiciel. Donc cette capacité à livrer fréquemment, mais aussi rapidement, on en parlera, j'en parlerai un peu plus tard, va permettre de réduire ce qu'on appelle le time to market, c'est finalement le temps qui sépare l'expression d'un besoin avec sa livraison en production pour l'utilisateur final. Alors livrer fréquemment, mais ça permet également d'enrichir la solution logicielle de telle sorte qu'elle reste attractive et compétitive sur un marché qui, de plus en plus, est concurrentiel. Donc ces livraisons fréquentes sont également autant d'opportunités pour amener aux utilisateurs des améliorations, que ce soit en termes d'expérience utilisateur, de correctifs ou encore de performance. Alors, pour mettre en œuvre un développement en mode agile, eh bien, on passe à un développement qui livre le logiciel de manière itérative et incrémentale. Donc, ça veut dire qu'on va livrer le logiciel par morceaux, si possible par petits morceaux, et au travers de cycles que l'on appelle des itérations, que l'on veut être les plus courtes possibles. Donc, comme je le disais, en général de 2 à 4 semaines en fonction de la nature du projet. Alors, les équipes que l'on met en place pour livrer ces incréments sont des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on va rassembler au sein de ces équipes toutes les compétences requises pour pouvoir livrer ces incréments.
Et je mets ici équipe pluridisciplinaire également au pluriel, parce que les méthodes agiles nous permettent aujourd'hui de multiplier ces équipes pour augmenter la capacité de livraison. C'est ce que nous avons fait, par exemple, sur le projet pour le service public de Wallonie, où là, nous avions 7 équipes en parallèle qui délivraient un logiciel complètement intégré et consolidé au bout de chaque itération. Alors, quand on fait du développement agile, une notion qui est très importante, c'est la collaboration avec le métier. Donc là, on va permettre aux équipes de réalisation de pouvoir aller trouver questions aux réponses qui pourraient encore apparaître pendant l'exécution de l'itération, et ceci afin de garantir la vélocité nécessaire pour livrer les incréments donc, qui arrivent au terme de chaque itération. Alors une autre notion importante, qui tient vraiment à cœur l'approche agile du développement logiciel, c'est l'amélioration continue. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle des feedback loops, donc qui sont vraiment des boucles qui nous permettent de récupérer du feedback, donc des retours sur soit l'utilisation du logiciel, mais même pendant l'itération, on va mettre en place du code review, par exemple, qui va permettre à l'équipe de réalisation d'avoir un retour sur le code qui est produit, retour qui va être donné par un collègue. On va également mettre en place des outils qui vont mesurer la qualité et la sécurité, j'en parlerai un petit peu plus tard, du logiciel pendant qu'on construit ce logiciel. Et donc, pendant l'itération, on va déjà améliorer continuellement ce logiciel. Une autre feedback loop qu'on va avoir également, pardon, c'est après chaque itération, évidemment, on va mettre le logiciel à disposition des utilisateurs et on va avoir de ce fait un retour positif, des retours positifs ou négatifs sur l'utilisation du logiciel, ce qui va permettre finalement à l'équipe de réalisation de toujours aller plus loin dans la rencontre finalement des attentes de l'utilisateur final. Et enfin, ce qu'on fait aussi, c'est qu'au terme de chaque itération, on va permettre à chaque équipe de prendre le temps de faire une introspection au travers de ce qu'on appelle une rétrospective pour essayer de déterminer quels sont les points sur lesquels on peut jouer, sur lesquels on peut s'améliorer pour délivrer ce logiciel avec encore plus de qualité, plus de rapidité peut-être dans les itérations à venir. Donc, je l'ai dit, l'agilité est vraiment dans l'ADN d'Aphelio depuis le début. On a commencé avec la méthodologie Scrum qui permet d'adresser des projets de taille réduite à moyenne, je vais dire, mais dès qu'on commence à vouloir délivrer des logiciels qui ont de grandes tailles, donc je parlais de projets de 50 personnes sur 9 mois, là, en fait, on a besoin d'utiliser des méthodologies qui permettent de mettre à l'échelle cette approche agile, et évidemment, ce sont des méthodologies pour lesquelles nous avons également des compétences. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, le DevSecOps, l'objectif finalement du DevSecOps, c'est de délivrer du logiciel de manière continue. Donc, on va pour ce faire, on va rassembler et faire collaborer les équipes de développement et les équipes opérationnelles, mais pas dans un mode que l'on peut connaître dans une approche classique. C'est-à-dire que dans une approche classique, on a une équipe de développement qui va produire le logiciel et puis ce développement est mis dans les mains d'équipes opérationnelles qui ont pour responsabilité de l'opérationnaliser finalement. Dans une approche DevSecOps, ces équipes vont travailler de manière étroite pour que ce que l'équipe de réalisation délivre soit directement, puisse directement être mis en opération, en production finalement. Et donc pour ce faire, on va vraiment désiloter ces deux silos pour les faire collaborer de manière constante tout au long du développement logiciel. Donc, rapprocher les équipes de développement et opérationnelles, c'est possible. Ça rend possible l'automatisation des déploiements, mais pour rendre possible une automatisation de déploiement, il faut absolument contrôler
la qualité et la sécurité du logiciel qui est produit. Et pour ce faire, on va mettre en place des procédures et des outils qui vont être utilisés au sein de chaque itération de manière systématique et de manière automatisée, de manière justement à pouvoir se sentir très confiant dans cette livraison continue de ce logiciel. Alors, un dernier point qui caractérise l'approche DevSecOps, c'est le fait de monitorer finalement les logiciels qui sont mis comme ça en production, donc pour pouvoir surveiller le fonctionnement du logiciel. Mais donc, je vous parle de sécurité, mais qu'entend-on par sécurité? Quels sont finalement les risques auxquels sont exposés de nos jours les systèmes informatiques? Aujourd'hui, les applications sont vraiment la cible d'attaques variées, qui sont faites par des professionnels organisés. On peut même parler d'organisation professionnelle, et ces professionnels, ils mettent toute leur énergie et toutes leurs compétences au sein de ce que l'on pourrait, au service, de ce que l'on pourrait véritablement appeler, moi c'est ce que j'appelle le côté obscur de la force, parce que ce sont vraiment des gens extrêmement compétents qui connaissent très très bien les technologies et qui savent où se trouvent les failles. Et donc, les attaques auxquelles on s'expose, ce sont des attaques de type intrusion qui peuvent venir de l'extérieur, mais qui peuvent venir également de l'intérieur de l'entreprise. On s'expose à du phishing, donc le fait d'aller dérober finalement de l'information à l'utilisateur. On s'expose à des risques de fraude, donc de fausses transactions sont faites dans les systèmes par des hackers. De mon expérience, j'en ai vu et ça fait vraiment très très froid dans le dos. Il y a des faux en informatique, les virus sont connus de tout le monde, et puis on en entend beaucoup parler ces derniers temps, ces fameux ransomware qui sont des logiciels qui vont infiltrer les systèmes informatiques pour crypter finalement les données et rendre tout le système informatique finalement paralysé parce que nous ne pouvons plus utiliser ces données qui sont cryptées et en échange de belles rançons, d'où le nom, que les hackers libèrent finalement les données et débloquent les systèmes informatiques. Donc il y a beaucoup finalement d'attaques, et ces attaques finalement ciblent des périmètres différents du système informatique. Donc certaines attaques vont plutôt aller vers les éléments physiques du système d'information, d'autres vont plutôt aller vers l'infrastructure, d'autres vont plutôt se diriger vers le cloud, mais ici, avec le sujet du jour, donc qui est le DevSecOps, eh bien, on va pouvoir adresser la sécurisation vraiment du produit logiciel, et donc les autres périmètres, je vais dire, ne sont pas adressés par le DevSecOps. Donc finalement, je vous le dis, donc DevSecOps, c'est vraiment pour protéger les applications logicielles. Donc, quels sont les risques finalement pour les applications logicielles? Il y en a énormément en fait, et elles sont répertoriées par des organismes qui sont bien connus. Donc, par exemple, le WASP, qui est un organisme qui énumère, qui maintient une liste des risques les plus élevés, les plus fréquents qui sont rencontrés par les applications de nos jours. Donc, j'en ai pris ici quelques-uns pour amener un peu de concret et qu'on se rende compte à quoi on s'expose et ce qu'on va pouvoir adresser comme problématique. Donc, il y a par exemple l'injection de code. Donc ça, il faut savoir que un hacker peut, par l'intermédiaire d'un simple formulaire de votre application, injecter du code qui va s'exécuter sur le serveur et qui peut faire potentiellement beaucoup de dégâts. Donc, si on n'adresse pas ce genre de vulnérabilité, eh bien, on s'expose à des problèmes qui peuvent être très, très importants. La falsification d'authentification, c'est vraiment un classique. Donc, un hacker va réussir à s'authentifier au nom d'un utilisateur valide du système. Et ça, évidemment, si on ne met pas en place des mesures pour se protéger contre ça, ça peut évidemment être un problème. Donc, avec les
systèmes qu'on va mettre en place, on va pouvoir détecter si, par exemple, la personne qui se connecte à partir d'une zone géographique qui n'est pas du tout sa zone habituelle. Voilà. Si elle se connecte de Thaïlande, alors qu'en général, elle se connecte tous les jours de Belgique, ben là, on va pouvoir détecter et on va pouvoir agir à ce niveau-là. C'est mettre en place aussi des techniques qui peuvent bloquer le compte d'un utilisateur si celui-ci se connecte 3 fois avec, par exemple, un mauvais mot de passe. Donc, si la méthode d'authentification utilisée échoue au bout de X fois, on va pouvoir aussi se prémunir de ce genre de problème si on fait un bon nettoyage des sessions des utilisateurs une fois que celles-ci ne sont plus utilisées. Voilà, donc les logiciels qu'on va pouvoir utiliser vont pouvoir détecter ce genre de choses. Autre risque pour les applications, c'est l'exposition de données sensibles. Donc, les applications, parfois, exposent des données sensibles dans des endroits qu'on ne soupçonnerait pas. Donc, il faut savoir que les applications aujourd'hui ont des logs applicatifs dans lesquels on va écrire de l'information par rapport au fonctionnement de l'application et dans lesquels on va écrire beaucoup d'informations dans le cadre d'un problème technique, par exemple, pour permettre aux équipes de faire des diagnostics sur le problème qu'il s'est posé. Là, souvent, on va mettre dans les données dans le log, on va aller écrire des informations qui peuvent être assez sensibles, comme le numéro de compte bancaire qui était utilisé au moment où le problème technique est survenu, le numéro de client, ben voilà, toutes ces informations-là, quand bien même elles seraient dans les logs de l'application, si jamais les logs étaient dérobés, ben, ça donne beaucoup d'informations sur le système d'information. Et donc, ça, ce sont des choses qu'il faut aussi vérifier et que les outils dont je vais vous parler permettent de vérifier. Donc, un autre risque, c'est la violation du contrôle d'accès. Donc, c'est le fait de pouvoir utiliser finalement l'application pour accéder à d'autres données que les siennes. Il faut savoir que dans une application web, toutes les ressources qui sont accédées par l'application sont accédées par l'intermédiaire d'URL dans laquelle on va avoir des identifiants. Donc, par exemple, un identifiant de client. Eh bien, si, en tant que hacker, je me connecte avec mon compte et que je remplace dans l'URL mon identifiant client par l'identifiant d'un autre client, eh bien, il faut pas évidemment que j'aie accès à ces données. Et donc, c'est garanti par un bon contrôle des accès. Un autre risque très présent aujourd'hui, c'est les composants qui sont vulnérables. Donc aujourd'hui, pour accélérer le développement logiciel, on va utiliser un tas de composants qu'on trouve sur le marché, qui sont souvent d'ailleurs des composants open source et qui sont potentiellement remplis de failles. Donc là, les outils que l'on utilise vont permettre de détecter les composants qui sont vulnérables et va nous permettre de réagir sur ces composants et en général la réaction c'est simplement de passer à une version, soit de ne plus utiliser le composant, soit de passer à une version plus récente qui corrige le problème. Un autre problème régulier des applications, c'est une insuffisance de journalisation et de surveillance. Donc, par exemple, je parlais tout à l'heure de tentatives d'authentification qui échouent parce qu'on n'a pas le bon mot de passe. Eh bien ça, il faut absolument les journaliser et surtout surveiller, donc les journaliser dans des logs applicatifs et surtout mettre en place un système de surveillance de ces logs applicatifs pour être alerté quand l'application semble être attaquée par des hackers. Donc, quels sont les outils finalement que l'on va pouvoir mettre en place dans une approche DevSecOps? Principalement, c'est vraiment du testing de l'application. On va mettre en place des systèmes de détection de vulnérabilité, donc avec des outils spécifiques. On va mettre en place des systèmes de vérification de la robustesse du code et ces outils, on va les mettre en place dans la chaîne DevOps pour en faire une chaîne DevSecOps et donc dans une chaîne automatisée. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'à chaque fois qu'on build finalement une version du produit logiciel, que ce soit pendant l'itération ou à la livraison de l'agrément, eh bien, il faut qu'on puisse exécuter ça de manière automatique.
Alors d'autres choses que l'on fait également lorsque l'on fait du DevSecOps, c'est faire des tests de pénétration. Et donc là, il y a vraiment des entreprises qui sont spécialisées dans ces tests de pénétration et ça peut également faire apparaître des failles qui restent dans l'application. Enfin, donc les audits de sécurité. Donc là, il y a des entreprises spécialisées qui font des audits et auxquelles on fait appel. Donc, par exemple, ici, tout ce dont je vous parle au niveau du DevSecOps, on l'a fait pour le développement des logiciels qui ont été utilisés lors des dernières élections, hein, régionales, communales, régionales et fédérales, et on a été soumis pendant le développement à un audit de sécurité, donc qui a été réalisé par une entreprise que je ne nommerai pas, mais qui est très très connue, et qui nous a permis finalement de vérifier la qualité en termes de sécurité du logiciel qui était produit pour finalement, dans ce cas précis de ce projet, obtenir l'accréditation qui a permis l'utilisation de ces logiciels donc lors des élections. Donc finalement, le DevSecOps, c'est finalement une bonne opportunité de faire de l'amélioration continue, puisqu'on va, grâce à la chaîne mise en place, pouvoir livrer fréquemment, voire très fréquemment, le logiciel. Donc, toutes ces livraisons sont autant d'opportunités, finalement, d'amener de l'amélioration dans les logiciels. Mais ça, évidemment, à condition que la chaîne soit bien en place et principalement au niveau de la mesure de la qualité et de la sécurité du code, donc du produit logiciel, parce qu'évidemment, on souhaite livrer fréquemment, mais seulement si la qualité et la sécurité est garantie. Alors le fait justement de pouvoir livrer fréquemment, ça va nous donner, comme je l'ai dit précédemment, l'opportunité d'obtenir du feedback, hein, comme je l'ai dit, de la part des utilisateurs, mais aussi de la part, via la surveillance que l'on va faire sur le fonctionnement de l'application, on va pouvoir avoir également du feedback là-bas. Et puis, voilà, pendant l'itération, grâce à tous les outils qui sont mis en place, on va avoir du feedback sur la qualité intrinsèque du code, sur la sécurité du code. Et finalement, ces itérations très très fréquentes au terme desquelles on livre vont nous permettre d'amener toutes ces améliorations très rapidement sur le marché. Et donc ça, c'est aussi un avantage indirect finalement de la mise en place d'une bonne approche DevSecOps. Un mot de conclusion, si on devait finalement résumer l'approche DevSecOps, donc ça demande évidemment une méthodologie, la mise en place d'une méthodologie agile, puisqu'on veut livrer de manière très fréquente le logiciel, et ça, c'est vraiment dans l'ADN des méthodes agiles. On peut y parvenir en faisant collaborer les équipes de développement et les équipes opérationnelles, à condition évidemment d'automatiser tout cela pour pouvoir produire un logiciel qui soit à la fois de qualité et qui rencontre toutes les attentes en termes de sécurité. Automatisation qui va permettre le déploiement du logiciel et sa surveillance via du monitoring, comme je l'ai expliqué. Voilà, donc la présentation est terminée. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter notre responsable marketing, Katia, via l'adresse générique marketing@afelio.be. Et voilà, j'en ai terminé, Daniel. S'il y a des questions... Oui, Michael, encore merci pour ton exposé. Il y a des questions qui sont entrées. En fait, il y a une question, quelqu'un qui demande, est-ce que vous avez des exemples concrets d'applications où la mise en place de la méthode DevSecOps est particulièrement intéressante? Et pourquoi le sont-elles? Je dirais que lorsqu'on veut livrer fréquemment un logiciel, si on veut que le logiciel puisse être livré fréquemment, l'approche déjà DevSecOps s'impose, puisque voilà, je l'ai expliqué,
la mise en place d'une approche DevSecOps va permettre de systématiser et d'automatiser le contrôle de la qualité et de la sécurité du produit logiciel. Donc, certainement, si on a un logiciel qui est amené à évoluer en permanence, ben, c'est d'à propos. Ensuite, j'ai envie de dire que, a priori, ça pourrait s'appliquer à toutes les applications, hein, puisque aujourd'hui, les applications sont victimes d'attaques, peu importe la nature de l'application finalement. Donc, je pense que aujourd'hui, si on veut vraiment garantir la qualité et la sécurité de notre application, eh bien, une approche DevSecOps s'impose. C'est la manière dont on développe les logiciels aujourd'hui, en fait. Exactement. Michael, en fait, tu as aussi donné l'exemple des élections. Ce sont des applications qui sont une exposition très publique, très importante. Là, la sécurité est primordiale. Je crois bien qu'il y a pas mal d'applications qui sont dans le même domaine ou qui sont du même niveau où DevSecOps peut garantir la qualité de la sécurité. Autre question, tu as parlé régulièrement de collaboration et de mettre ensemble les équipes, métiers et technologiques. Comment vous vous organisez? On présume que le client n'a pas toujours les bonnes personnes ou n'a pas toujours les personnes disponibles pour faire partie de l'équipe. Comment vous vous organisez autour de ça? Oui, ça c'est une bonne question. En fait, ça c'est vraiment donc dans l'approche agile, effectivement, comme une équipe de réalisation va être amenée à livrer un incrément du logiciel toutes les 2 à 4 semaines, c'est clair que si des questions se posent, il faut les réponses immédiatement. Et donc ça, effectivement, on a des clients, la plupart de nos clients d'ailleurs ne peuvent pas détacher une personne pour faire partie de l'équipe de réalisation et répondre à ces questions-là. Mais donc ces questions, finalement, l'équipe de réalisation les adresse à ce qu'on appelle, je l'ai expliqué, un product owner. Et ce qu'on fait chez Aphelio, c'est qu'on met en place au sein de l'équipe de réalisation ce qu'on appelle des product owner proxy. Donc, ce sont des personnes qui ont des profils de business analyst qui vont tout au long du projet, monter en compétence sur le domaine métier du client, enfin de l'application plus précisément, et ces proxys PE sont dans l'équipe de réalisation et ce sont eux qui répondent directement à l'équipe de réalisation et font finalement le relais avec le PE qui lui reste chez le client. En fait, il y a quelqu'un qui pose la question, si je comprends bien, il est obligatoire d'utiliser la méthode agile pour faire du DevSecOps. La méthode agile, en fait, si j'ai bien compris, DevSecOps, ça fait partie de la méthode agile. On ne peut pas faire du DevSecOps si on n'est pas dans un contexte agile. Ça, je dirais que oui. Hein, oui, c'est bien ça. Fait, on met le DevSecOps, c'est vraiment l'automatisation de la chaîne et je dirais que c'est vraiment parce qu'on va faire du développement agile qu'on a besoin du DevSecOps, effectivement. Puisqu'on veut délivrer toutes les 2 à 4 semaines, c'est vraiment là que ça prend tout son sens. Yeah. Et dernière question, en fait, il y a quelqu'un qui dit, dans une approche de développement classique, une approche pas agile, le contrôle de sécurité du logiciel est réalisé par un service indépendant, souvent en aval de l'équipe de développement. Est-ce que dans l'approche DevSecOps, vous intégrez aussi les experts sécurité aux équipes de développement? Oui, alors ça c'est vrai que dans un développement classique, et je l'ai connu dans le passé, on a vraiment une cellule à part qui est composée d'experts de sécurité et qui vont, eux, faire l'analyse de la sécurité du logiciel. Ici, en fait, on n'est plus vraiment dans ce mode de fonctionnement puisqu'on va finalement intégrer dans la chaîne de build des systèmes automatiques qui vont pouvoir mesurer cette qualité et cette sécurité de manière automatique. Maintenant, et il faut savoir aussi que les logiciels, les outils qu'on utilise, en fait, donnent même, lorsqu'ils détectent une vulnérabilité, ils donnent même des indications sur comment corriger le code pour supprimer finalement la vulnérabilité. Maintenant, on a effectivement besoin au sein de l'équipe de quelqu'un qui soit formé à la sécurité des logiciels et
chez nous, c'est l'architecte technique qui fait partie de l'équipe de réalisation qui joue ce rôle-là en général, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des experts dans une cellule à qui on va s'adresser quand une vulnérabilité est détectée et pour laquelle finalement on ne sait pas quelle est la meilleure approche, parce qu'il y a aussi les techniques de mitigation, on ne répond pas toujours à un problème de la même manière, ça dépend un petit peu du contexte, et donc là on peut faire intervenir des experts sécurité qui seraient à l'extérieur de l'équipe de réalisation, mais je vais dire que pour 95%, allez, je ne vais pas donner de chiffres parce que ça ne serait pas correct, mais pour la grosse majorité des vulnérabilités qui sont détectées de manière automatique, c'est l'équipe de réalisation qui va être capable de corriger ça avec le soutien de la compétence qui est dans l'équipe, je disais en général, dans le chef de l'architecte technique. OK. Un tout grand merci. Je ne vois pas d'autres questions à ce moment. Un grand merci surtout à Michael, à Anne-Françoise qui est la productrice qui est derrière les écrans pour l'organisation et à toute l'équipe Aphelio pour leur support. Et surtout, je remercie tous ceux qui se sont connectés. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous les envoyez à marketing@aphelio.be ou à marketing@nrb.be. Et bien sûr, comme je vous ai dit, bientôt on fera aussi une version en anglais. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr vous en parler avec vos amis, vos copains, vos collègues qui aimeraient bien suivre une version anglophone. Je vous remercie tous et je vous souhaite encore une excellente journée de travail. Merci bien, à bientôt. Merci à tous. Merci Daniel.